CRD TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. J'espère que vous avez profité de la première hyper belle fin de semaine de l'année, on peut dire. Bon, soit on est mordu de l'hiver, il y a eu des belles fins de semaine. Mais disons la première belle fin de semaine du printemps et de l'été. Semblerait-il qu'aujourd'hui, on va peut-être frapper le 18 degrés dehors. Pluie, on vient de me dire mercredi, jeudi. Mais tu sais, ça peut changer ça. Alors, on va peut-être croiser nos doigts. Mais j'aime autant l'avoir la semaine que la fin de semaine. Alors, on va espérer là, que cette tendance continue. Ça nous manquait vraiment le soleil. Alors, en tout cas, j'espère que vous allez pu en profiter en fin de semaine et en profiter aujourd'hui. En parlant du soleil et du dehors, je vous annonce ce qui se passe pardon, pas au Centre National des Arts, mais au Parc de la Gatineau. Alors, vous savez, c'était fermé. Maintenant, c'est partiellement ouvert à partir de samedi qui vient juste de passer, OK? Alors, ils étaient fermés là, avec tout ce qui s'était passé avec la fameuse tempête de glace qu'on a eue lundi dernier. Alors là, ils sont en plein nettoyage. Alors, les équipes, ils travaillent d'arrache-pied afin d'inspecter chaque sentier, parce que vous savez, il y a plein d'arbres, là, hein? C'est le parc de Gatineau. Alors, il ne faut pas que les arbres, les branches, que ça tombe et que ça cause des dangers ou des blessures. Alors, ils font tous les nettoyages. Il y a aussi des ressources supplémentaires qui ont été déployées afin de contribuer à ce nettoyage. Les grandes branches et les arbres ont été dégagés déjà. Mais il reste encore beaucoup de débris au sol. Alors, aucune infrastructure, heureusement, a été endommagée. Alors, on parle du relais, on parle des prêts à camper, on parle des blocs sanitaires, tous les autres bâtiments, tout est beau. Bientôt, ils vont lancer un appel aux volontaires, voyez-vous, pour aider à ramener les sentiers dans les conditions optimales. Alors, on demande aux visiteurs de vraiment faire preuve de prudence. Il va y avoir des équipes partout. Il y aura des sentiers fermés, des routes fermées. Alors, soyez prudents et surtout, observez ce qui se passe. Et si c'est fermé, allez-y pas. Maintenant, ce qui est ouvert, tous les stationnements donnent accès aux sentiers principaux, sauf deux. Alors, le stationnement P13 sur le chemin Lac-Meach est fermé et le sentier des Loups est fermé et le stationnement et le sentier de la chute de Loxville. Mais dans tout le reste est ouvert. Le sentier Loriot, de la Sucrerie, de la Capitale, des Pionniers. Tous les sentiers d'arrière-pays sont fermés. D'accord? Alors, incluant le sentier de raquettes et de vélos d'hiver. Là-bas, il y a encore plein de sports d'hiver parce qu'il y a encore plein de neige. Alors, on peut y aller, mais seulement sur les sentiers qui sont ouverts. Ensuite, le vélo, alors de route, de montagne ou même le vélo de neige est maintenant possible sur les promenades et les sentiers pavés seulement pavés. Soyez prudents, il y a encore beaucoup de glace dans certains endroits où il n'y a pas beaucoup de soleil, de la neige aussi et peut-être encore du débris qu'ils n'ont pas réussi à encore tout nettoyer, mais ça va se faire dans les prochaines journées. Maintenant, la saison d'hiver, incluant le ski, la raquette, le vélo d'hiver, ça a officiellement pris fin le 14 avril. Maintenant, il est encore possible de skier dans certains endroits, pour quelques jours peut-être, mais il n'y a pas de patrouille. Alors, encore, soyez prudents. Et les promenades, la réouverture des promenades du parc de la Gatineau aux automobilistes est prévue pour le 4 mai. Si vous n'êtes jamais au parc de la Gatineau, il faut le faire, hein? En voiture, en vélo, à pied, c'est vraiment très, très beau. Maintenant, avec les belles températures, on commence à penser aux camps d'été. Les parents, surtout, commencent à y penser. L'édition 2018 des camps d'été du Patro sont maintenant en ligne. Faites vite. Alors, les camps sont du 25 juin au 17 août et comportent des semaines thématiques. Alors, je vous donne les détails pour les petits. Alors, de 4 à 11 ans, on a les explorateurs. Ça, c'est du 25 au 29. Alors, ils iront au Musée de la Nature. Bouge qui peut, qui est la deuxième semaine. Ils iront à la ferme Saunders et au parc aérien Arbraska. Croque Nature, ça, c'est du 9 au 13 juillet. Eux autres, ils s'en vont au Little Ray's Reptile Zoo. C'est-à-dire, eux, ils s'en viennent au Patro, je devrais dire. Et ensuite, à l'île Pitry, ça, c'est pour les 10 à 11 ans. Les petits Einstein, ça se passe du 16 au 20 juillet. Eux, ils iront au Cosmic Adventures, alors ça, c'est 4 à 7 ans. Et Laser Quest, pour les plus vieux, 8 à 11 ans. Ensuite, les athlètes, un mode de vie. Ça se passe du 23 au 27 juillet. Alors, il y aura la trampoline extrême pour les 4 à 7 ans. Trampoline extrême et la plage Britannia pour les 8 à 9 ans. Et puis, il y aura même un camp où ils pourront dormir toute la nuit, vous allez voir. Il y a même sous la mer,
qui se passe du 30 juillet au 3 août à l'île Pitry, 4 à 9 ans, et au Calypso, 10 à 11 ans. Et Légende fantastique, du 7 au 10 août, les tubes et jujubes et Fun Junction, encore pour les 2 âges, 4 à 7, 8 à 11. Et La Mascarade, qui sera la dernière semaine, du 13 au 17 août. Mini Amigo, qui sera de 4 au 7. Et Mon Cascade, 8 à 11 ans. Ça, c'est les jeunes. Il y a toute une programmation pour les 12 ans et plus. Je réserve ça pour la prochaine fois, mais faites vite, allez au site web Patro. Et puis, vous pouvez vous inscrire pour une semaine ou toutes les semaines. Observez ce qui se passe, à quel moment, et puis vous choisir ce que vous préférez. Alors, aujourd'hui, à l'émission, plein de choses qui se passent, plein d'invités aujourd'hui. Alors, on va commencer avec le Musée de l'Histoire. On va parler du bénévolat au Musée de l'Histoire et on pourra parler avec 2 bénévoles et leur parler de leur expérience au Musée de l'Histoire. Joëlle Roy, elle est auteure, compositrice, interprète. Elle nous présente son tout nouvel album. Katia Simes et Diane Deslauriers, elles sont ici. Elles nous parlent de Les Mardis Philanthropes, c'est un événement. Et Daniel Groslo-Landry, auteur Fragment du ciel, il est ici, lui aussi. Reste avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une aire de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. Family, it's just extremely important. People move around. Connected for Success has just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud 9. It connects you to family. It connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Dans la prochaine émission, je parle avec Gabriel Goulet qui vient défendre son titre de Taylor Swift des Franco-Ontariens et nous donne un accès privilégié à la vie d'auteur, compositeur, interprète. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous allons parler du Musée de l'Histoire, mais cette fois-ci, on va parler du bénévolat au Musée de l'Histoire, quelque chose qu'on ne connaît peut-être moins. Alors, Janie Quévillon-Gravel avec moi, bonjour. Alors, je pense que les gens savent peut-être pas qu'il y a du bénévolat qu'on peut faire, qu'on peut être bénévole au Musée de l'Histoire. Absolument. C'est un programme qui existe depuis déjà plusieurs années. On parle de plus de 40 ans d'existence pour le programme. Okay. Depuis 40 ans? Oui, depuis plus de 40 ans. Donc, on oublie que le Musée de l'Histoire est ici depuis toujours. Oui, exact. Alors, c'est un programme de bénévoles, c'est ça? Ça veut dire quoi qu'on dit programme de bénévoles? En fait, le programme est créé, il regroupe plusieurs volets. On a le volet des interprètes bénévoles, qui, eux, sont dans les expositions temporaires. On a le volet aussi plus administratif. Donc, on a des gens qui font de la préparation de courrier pour envoyer, par exemple, la préparation de matériel, que ce soit pour la boutique ou pour les programmes. Donc, il y a vraiment plusieurs volets là, qui sont regroupés dans tout ça. Puis le programme englobe tout ça. Et puis ça, c'est presque depuis le début, là, depuis 40 ans déjà? Oui. Puis là, je parle des 2 musées. Il y a le Musée canadien de l'Histoire, mais il y a aussi le Musée canadien de la guerre. Et on regroupe au-delà de 300, on a un bassin de 300 bénévoles qui peuvent, oui, absolument, qui contribuent à tout ça. Oui. Alors, j'allais justement dire combien de bénévoles? 300. Alors, est-ce qu'on en a juste quelques-uns par jour? J'imagine que c'est pas 300 par jour, là? Non, définitivement pas. Il y a des gens qui s'impliquent sur une manière un peu plus ponctuelle pour des envois postaux, des choses comme ça, par exemple. Si je pense à nos 2 invités qu'on va voir tout à l'heure qui participent eux, au programme d'interprètes bénévoles, donc eux sont dans les expositions temporaires avec les visiteurs. Donc, ils sont à l'horaire, ni plus ni moins, et ils sont là pour interagir avec les visiteurs dans les expositions.
exposition. Alors, est-ce que c'est vraiment les deux genres de bénévoles qu'on peut avoir? Alors, dans le bureau et puis dans le musée avec des visiteurs, c'est ça? Exact. C'est vraiment là où on va plus distinguer. Du côté administratif, je parlais des préparations, des envois postaux, etc. On a aussi des gens qui participent activement comme aide et support à tout ce qui est bibliothèque, archives, recherche. Donc, on a des experts. Donc, autant qu'on a des gens qui travaillent pour la corporation, on a des experts aussi à l'extérieur. Donc, il y en a qui veulent nous partager cette expertise-là, nous en faire bénéficier et c'est parfait. Là, ils viennent parmi le programme avec nous pour ça. Alors, que font, en détail, alors là, on sait qu'il y a des choses qu'on peut faire dans le bureau, avec la recherche, puis le courrier, tout ça. Une fois qu'ils sont dans le musée, qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur du musée? Là, ce qui est intéressant, le programme d'interprètes bénévoles regroupe vraiment plusieurs personnes. On a un bassin de 70-80 personnes du côté du musée de l'Histoire. Du côté du musée de la Guerre, j'ai pas les chiffres exacts, mais ça doit être semblable. C'est vraiment des témoins de l'histoire. Ils sont là pour partager, rendre le contenu un peu plus accessible pour les visiteurs. On le sait, visiter un musée, des fois, ça peut être un peu pesant en termes de lecture. Oui. Il y a beaucoup d'objets, il y a beaucoup d'artefacts auxquels on peut se référer, mais d'avoir le contact humain est vraiment, vraiment important. Et c'est cette dimension-là que les bénévoles apportent. Est-ce qu'ils sont parfois des raconteurs, les bénévoles, ou ils racontent quelque chose par rapport à ce qu'on regarde? Ça va dépendre des expositions. Si je parle, par exemple, les 3 dernières expositions qu'on a eues, où on a eu de l'interprétation bénévole, on a eu La Ruée vers l'or, on a eu aussi Hockey, qui est venu l'année dernière, et DreamWorks, là, qui vient tout juste de fermer. Donc, tout dépendant de la thématique, l'activité des bénévoles va évoluer en fonction de ça. Pour Gold Rush, c'était un peu plus scientifique. Donc, c'était la pesée de l'or de hier à aujourd'hui. Pour Hockey, c'était plus technique. On avait de l'équipement, etc., qu'on devait essayer, voir l'équipement ancien, l'équipement plus récent. Et pour DreamWorks, on avait de l'essayage de costumes, par exemple, pour les tout petits. Oui, c'est vrai. Le conte, comment créer une histoire. Il pouvait créer, c'est ça, il pouvait créer une image, une histoire. Exact. Il pouvait faire la création d'une histoire avec les familles. À ce moment-là, les bénévoles peuvent aider les jeunes aussi. Exact. Super. Alors, j'imagine... Je connais presque la réponse, mais qu'est-ce que ça apporte, ce programme, au musée? Pour nous, là, la ressource bénévole est essentielle. Le contact humain avec les visiteurs est très, très, très important. Les bénévoles amènent cette énergie-là, ce dynamisme-là pour les visiteurs. Et pour nous, ça, c'est très, très, très important. Du côté des visiteurs, c'est sûr que l'apport est aussi grand. De croiser quelqu'un dans une exposition, d'avoir une discussion, ça rend leur visite d'abord un petit peu plus personnalisée. Oui. Ça rend, comme je disais tout à l'heure, le contenu un petit peu plus accessible pour les familles. Et puis, qu'est-ce que vous pensez que ça peut apporter aux bénévoles? Je vais demander à nos invités d'aujourd'hui, mais de ton point de vue, qu'est-ce que tu penses? C'est énormément de valorisation pour eux. La majorité d'entre eux sont avec nous depuis de nombreuses années. C'est pas juste une implication d'1 an ou 2. La majorité sont là depuis de nombreuses années. La semaine dernière était la semaine de reconnaissance des bénévoles. Oui. On a eu une cérémonie d'ailleurs et on a remis des 40 ans de service à certains de ces individus-là. Wow. Donc, il y en a qui ont une implication vraiment à très long terme. Le bassin de bénévoles, ils sont ici très serrés ensemble. Quand il y a des réunions entre eux, vraiment toute la dynamique qu'il y a entre eux, c'est magnifique. Oui, définitivement. Alors, si on veut s'impliquer, est-ce qu'il y a un âge? Est-ce qu'il faut avoir une limite d'âge ou une limite d'expérience? Comment on peut s'impliquer? Il n'y a vraiment pas de limite. On accueille tous les types de bénévolat possibles. Il y a sur le site web, vraiment, muséedelhistoire.ca, vous allez retrouver le formulaire dans la section appuyée. Il y a une section bénévolat, il y a un formulaire à remplir. Vous pouvez annexer, pour ceux qui ont une connaissance un peu plus académique, on peut annexer, par exemple, notre curriculum vitae à tout ça. Donc, on remplit le formulaire en fonction de nos intérêts, nos disponibilités. Puis, à ce moment-là, on va être recontacté par l'équipe qui s'occupe. Oui, parce qu'il y a peut-être des gens qui seraient prêts, à faire du bénévolat 5 jours par semaine. Oui, 5 jours semaine. D'autres qui sont peut-être disponibles un vendredi par mois. C'est exact. Est-ce qu'on peut quand même se joindre à l'équipe, si dépendamment de notre horaire? On est très, très, très flexible. Ça va dépendre vraiment des disponibilités. Bien sûr, lorsqu'on parle des bénévoles qui sont là sur une base plus régulière, c'est dans les expositions temporaires. Donc, il faut que l'exposition temporaire soit complète, si on veut. OK. À ce moment-là, vous avez besoin des gens à tous les jours, presque. Est-ce qu'à tous les jours, il y a un bénévole à quelque part dans le musée? Oui, on essaie de créer le programme vraiment pour que ça soit 7 jours semaine. Ils ont des plages horaires, bien sûr, mais normalement, c'est tout de suite après les heures d'ouverture, de 10h à 14h. C'est là où on a des bénévoles qui sont dans les expositions. Et puis toi, tu es spécialiste en apprentissage. C'est ça ton rôle? Ça veut dire quoi, ça, dans le musée de l'Histoire? On fait la création des programmes, autant les programmes publics que les programmes scolaires, par exemple, des programmes plus structurés. Dans le cas des programmes publics, ce qu'on appelle le programme d'interprète bénévole fait partie. On fait la création de ce programme-là. OK. Alors, c'est tout mélangé ensemble. Commencez-vous déjà à penser
à l'été avec les jeunes qui sont en congé? Oui, oui, bien sûr. C'est déjà bien entendu. Oh, oui. Pour nous, on est déjà rendu pas mal loin. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura besoin de plus de bénévoles à ce moment-là parce que le musée risque d'être plus occupé? Pas nécessairement. Okay. Ça va dépendre vraiment du contenu de l'exposition qui s'en vient, qui est médiéval. Donc, c'est la thématique cet été, c'est vraiment tout ce qui est médiéval et on a un programme qui s'en vient pour eux pour ça. Super. Bien, merci beaucoup. Alors, c'est le programme des bénévoles. On peut trouver ça au musédelhistoire.ca. C'est exact. Il y a une clé en haut, j'imagine, on peut faire le clic, oui, là. c'est écrit appuyer. Appuyer. Dans cette section-là. Super. Et à ce moment-là, on peut vraiment lire les définitions, puis s'inscrire. On peut s'inscrire directement en ligne. Oui, c'est au courant de l'année, puis c'est directement en ligne. Magnifique. Merci beaucoup, Janie. Merci à toi. Bon, alors, Janie nous dit ce que ça apporte au musée, mais là, après la pause, on va parler avec 2 bénévoles qui nous diront ce que ça leur apporte à eux de participer aux activités du Musée de l'Histoire en tant que bénévoles. Nous allons à la pause. Alors, ensuite, nous allons parler avec Louise et Pierre Dompierre. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Identité épaillée comme les flots du Mississippi. Identité éparpillée dans quelques coins de quelques pays. Ici et là et nulle part à la fois. Cette idée de rentrer comme un vieux film décoloré. Identité virtuelle, mon adresse est courriel. La brise berce, berce la savane. Siffle un air sur un fond de Louisiane. Se couche un soleil de plomb. Maury chante ma chanson. Chante, chante Maury. Pour les haricots toujours pas salés. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Juste avant la pause, on parlait au sujet du Musée de l'Histoire et de leur programme de bénévoles. Et puis avec moi en ce moment, c'est Monsieur et Madame Dompierre, Madame Louise Dompierre, Monsieur Pierre Dompierre, qui êtes bénévoles depuis longtemps, on me dit. Oui, ça fait 16 ans qu'on est bénévole. 16 ans déjà. Oui. Alors si on recule il y a 16 ans, qu'est-ce qui vous a donné le goût de donner de votre temps et de votre énergie, si on veut, au Musée de l'Histoire? Dès le début de l'année, en janvier 2002, je me cherchais quelque chose à faire en tant que bénévole, mais je voulais vraiment avoir une aventure culturelle. Et une de mes amies avait mentionné qu'elle avait fait du bénévolat au Musée de l'Histoire du temps qu'elle était à Ottawa. Ah, je dis, tiens, je pense que c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Alors, est-ce que c'est vous qui avez commencé en premier? Oui. OK. Après ça, Pierre, quand il a vu que j'avais un intérêt... Là, j'ai vu l'intérêt. Alors, moi, je suis une personne curieuse. Alors, j'ai dit à mon épouse, je vais me joindre à toi. J'ai préparé mon dossier, mon curriculum vitae, et on a présenté nos 2 choses ensemble. Alors, on a entendu qu'ils nous appellent, nous confirmer qu'on était bénévole. Et puis, notre objectif était d'être bénévole-interprète au début. OK. Alors, ça voudrait dire quoi, ce bénévole-interprète? Bénévole-interprète veut dire que lorsque des expositions temporaires, il nous donne une formation de 20-24 heures. OK. Selon l'exposition. Comme si c'est l'Égypte, Jordanie. Alors, on a eu une formation de ce temps-là. Okay. On allait les lundis matin ou les mardis après-midi pour prendre notre formation. Ensuite, il nous donne des choses à expliquer aux visiteurs. Aux visiteurs. Oui, des choses très précises à dire. Alors, on suit le protocole. OK. Et puis, on aime beaucoup faire les expositions de cette façon-là. Alors là, ça fait 16 ans déjà que vous êtes là.
Pour vous, est-ce que c'est 1 jour par semaine, 5 jours par semaine, ou est-ce que ça dépend de ce qui se passe au musée? Ça dépend de ce qui se passe au musée parce que de façon aux semaines, c'est vraiment d'être interprète. Et on peut nous appeler aussi pour nous demander de remplir les sacs pour le musée des enfants, remplir les enveloppes. Ou encore tout simplement accueillir les membres lors d'une exposition qui va ouvrir. Alors, il y a plusieurs choses qu'on a fait dans les 16 ans qu'on est au Musée d'Histoire. Il y a beaucoup de responsabilités diverses, des choses différentes. Oui. Ce qui veut dire que c'est jamais plate, comme on dit en bon français, hein? Ça bouge toujours. Il y a toujours quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Une été, il avait invité des gens s'ils voulaient montrer comment faire du macramé. OK. Alors, là, j'ai dit... Avez-vous appris le macramé? Oui. Ah, j'aime ça! J'ai appris le macramé, puis alors, ça se faisait à l'extérieur avec les jeunes. Alors, j'ai montré aux jeunes comment faire du macramé. OK, j'adore. Mais c'est vrai, ce que vous dites un peu, c'est que ça vous permet d'être curieux dans toutes sortes de choses différentes de l'art. Au macramé, à des expositions, là, ça s'en vient médiévale, qui s'en vient un petit peu plus tard. Alors, vous êtes toujours piqué de curiosité, d'apprentissage aussi. Mais ce que ça fait aussi, c'est que ça stimule notre cerveau. On a besoin de ça quand on vieillit, d'avoir quelque chose à faire et à penser. Alors, quand on nous met sur le plancher, il faut performer. Alors, si on demande pourquoi vous avez choisi le bénévolat, est-ce que c'est pour ça, juste pour que vous puissiez avoir quelque chose à faire? Mais rencontrer des gens, parce que tu as l'opportunité de rencontrer des gens à travers le monde. Oui, de partout, j'allais dire, surtout dans la capitale nationale. Puis le plaisir qu'on a aussi en étant bénévole, c'est de rencontrer le personnel qui nous forme. C'est des gens passionnés. Alors, pour nous, c'est riche. Pourquoi vous avez choisi ce musée-là? Parce qu'il était à proximité de chez nous. Parce que c'est une bonne raison, ça. C'est facile à se rendre. Oui, c'était proche de chez nous. Et puis, c'était nouveau parce qu'il est ouvert en 89. Oui. Alors, nous autres, on a commencé seulement en 2002, mais quand même, c'est un endroit qui parle beaucoup du Canada. Oui, mais justement. Un autre exemple que je vais vous donner, c'est qu'à un moment donné, ils m'ont demandé de faire Clifford pour aller... le gros chien rouge, là? Le gros chien rouge, la mascotte. Oui. Pour aller à l'hôpital des enfants à Ottawa, dans le secteur de la cancérologie. Oui. Et puis, je suis allé. Déguisé, là, dans le gros costume rouge. OK, je suis curieuse de savoir, il fait chaud là-dedans? Très. J'allais dire, hein, très ça doit pas être hyper confortable, ce gros costume-là. Non, c'est pas confortable mais les du petits tout. sourires, hein? C'est très plaisant, mais c'est dur un peu parce que c'est des enfants en phase terminale. Mon Dieu, c'est touchant, très touchant. Alors, vraiment, vous avez un peu de tout là, dans cette vie en tant que bénévole. Alors, un apprentissage, mais vous redonnez. Ce que vous faites quand on parle de ça, que ce soit le grand costume de Clifford ou bien de pouvoir parler aux gens, ce que vous faites, c'est que vous redonnez. C'est en plein ça. Exactement, parce que la dernière exposition qui était DreamWorks, notre tâche, c'était d'habiller les enfants. Il était costumé, là? Ah oui, ça, là. Quand on lui mettait la perruque sur la tête, là, c'était de le voir. On lui disait, va-t'en regarder dans le miroir. Puis là, il se regardait, puis il était en amour avec l'image qu'il voyait. C'est tellement beau, j'adore ça. Alors, j'étais pour vous demander, c'est quoi la chose que vous aimez le plus dans votre rôle, mais c'est peut-être ça? L'interaction avec les gens. L'interaction avec les gens, surtout que c'est des gens de tous les pays dans le monde. Là. On peut voir des Russes, des Japonais, des Chinois, des Français de France, des Italiens. Puis on vient à bout de converser avec eux autres pour se faire comprendre, parce que des fois, c'est des gens qui ne parlent pas notre langue, puis ils ne parlent pas l'anglais. C'est vrai. Alors, on vient à bout de trafiquer des mots pour qu'on puisse se comprendre. Puis on vient à bout d'avoir un lien. C'est super. Puis en plus, ce que ça nous rapporte aussi, c'est que lorsqu'on a une formation pour un pays, ce que ça nous a donné, ça nous a donné l'occasion de voyager dans le pays. Sans quitter le Canada? Ou pour y aller pour le vrai? Dans le Canada. En quittant le Canada. Ah, vous envoyez en Europe? Non. C'est que nous après une formation comme Égypte et Petra, on est allé en Égypte, en Jordanie. Ça nous donnait le goût, tout simplement. Ben oui! Mais là, vous êtes parti avec des connaissances déjà, ça veut dire. C'est ça, c'est ça. Absolument. Oui, puis comme le Japon, c'est pareil. Il faut aller au Japon? Oui. C'est magnifique, hein? Oui. Je ne suis jamais allée encore, mais j'ai des copines qui viennent de revenir et ont dit que c'est extraordinaire. Et plein d'autres pays, en plus, qu'on a eu des formations au musée, puis on était voir les pays après. OK. Alors, vraiment, ça vous nourrit. Ça nous complète. Ça vous complète, ça vous nourrit en même temps. Beaucoup. Alors, si les autres nous regardent, est-ce que vous les encouragez à prendre un rôle comme vous faites, à devenir bénévole au Musée de l'Histoire ou à quelconque, un musée dans leur proximité? Vous encouragez les gens de faire ça? Bien sûr. Bien sûr, c'est une grande richesse. Et en plus, je le dis souvent, c'est un privilège d'avoir l'opportunité de faire du bénévolat dans un milieu culturel comme ça. Alors, j'encourage les gens.
Et les gens, ils ont peur. Ils ont peut-être pas confiance en eux, mais à un moment donné, on te donne tout ce qu'il te faut pour aller sur le plancher. Mais je pense que vous avez bien dit ça, bien spécifié que on vous donne la formation. Écoute, on a appris le macramé. Oui. On apprend au sujet des pays. Alors, on vous donne la formation comme ça. Vous n'avez pas besoin d'inquiétude. Puis moi, je dis toujours aux gens, je dis à mes jeunes, comme je dis à d'autres avec qui je travaille, il n'y a jamais de mal de dire, tu sais quoi, c'est une bonne question. Je vais aller la chercher, la réponse, je la connais pas. Il n'y a pas de mal à dire ça si jamais on se fait piéger par accident. Mais ça arrive, ça. Sûrement. Mais on dit, j'ai pas cette information-là, puis les gens sont compréhensifs. Bien, absolument. Oui. Bien, écoutez, j'adore ce que vous faites. Je vous félicite pour votre bénévolat au Musée de l'Histoire, surtout pour les aventures que vous vivez, votre travail à l'hôpital. Extraordinaire, ce que vous avez pu redonner à ces jeunes enfants. Je vous souhaite encore de nombreuses années de bénévolat. C'est sûr que Jenny, tu veux les garder encore? Oui, Jenny est là-bas. Elle dit oui. Elle n'a pas fini avec vous autres. Alors, bonne semaine. Et vous avez du travail qui vous attend cette semaine au musée? Non, on attend la formation pour le médiéval qui va commencer au mois de mai. J'ai hâte le musée va revenir pour nous parler de cette programmation-là. Je pense que ça s'en vient bientôt. Bonne chance avec ça. Ouais, merci. La formation, beaucoup. C'est bien, on l'attend. On l'attend. Merci beaucoup, monsieur et madame Dompierre. Bon, alors, c'est le moment de la pause. Et puis, à notre retour, on va parler des mardis philanthropes. Reste avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Bougez pas. La croisée des chemins croise la jambe, tape du pied m'épouvante. It's a one-way, baby. T'as pris le côté court, moi à l'inverse, mon petit cœur se berce. Ah oui, c'est sûr, j'ai mouvé en. Ah oui, c'est sûr, j'ai pas manqué le bateau. Ah oui, c'est sûr, je keep on keeping on. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Comme vous, j'aime toujours quand j'apprends quelque chose de nouveau qui se passe dans notre territoire, dans notre ville. Et aujourd'hui, c'est encore quelque chose de nouveau pour moi, les mardis philanthropes. Alors, avec moi, Katia Sémius et Diane Desaulniers. Excuse-moi, je me suis mal prononcé ton nom tantôt. Alors, on parle des mardis philanthropes qui est en sa deuxième... c'est le deuxième bloc, si on veut, deuxième édition. La deuxième édition. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est les mardis philanthropes? Les mardis philanthropes, c'est un événement réseautage, donc c'est un 5 à 7 pour des entrepreneurs qui veulent redonner à leur communauté. Donc, dans le fond, à chaque édition des mardis philanthropes, ce soit une entreprise ou encore un entrepreneur qui va solliciter son réseau d'affaires ou son réseau proche pour les solliciter à venir à l'événement, à participer à l'événement, mais aussi à lever des fonds pour une cause sociale qui lui tient à cœur. Alors, la cause sociale, pas une cause décidée par votre groupe, mais une cause à la personne comme telle. Exactement. Okay. C'est vraiment l'entrepreneur qui décide la cause sociale qui lui tient à cœur. Excuse-moi, tu allais dire? Non, c'est bon. Alors là, c'est la deuxième édition. Oui. Ça va se passer à quel moment? Ça va se passer mardi prochain, le 1er mai, à la nouvelle scène Gilles Desjardins, qui est un partenaire organisateur pour cette édition. Donc, ils vont ouvrir leurs portes pour accueillir les entrepreneurs ou encore les personnes qui ont à cœur vraiment la condition féminine, vu que pour cette édition-ci, on lève des fonds pour le Centre Espoir Sophie. OK, alors j'allais dire, est-ce qu'il y a toujours un thème relié au mardi philanthrope? C'est un 5 à 7.
fête, mais il y a un DJ, il y a, comme dans cette édition-ci, il va y avoir une chanteuse, donc c'est très relax, mais en même temps, ça nous donne exactement, ça donne réseautage. Exactement, ça donne l'occasion de réseauter, de rencontrer des gens de la communauté qui ont tous à cœur vraiment de redonner à la communauté. Alors là, il y a un mariage, plus ou moins, si on veut, avec les Mardis Philanthropes et le Centre Espoir Sophie. Est-ce qu'on veut expliquer aux gens ce que c'est le Centre Espoir Sophie? Centre Espoir Sophie, c'est à peu près le seul centre halte d'accueil pour les femmes en détresse, pour les femmes marginalisées et surtout les femmes francophones. Donc, par exemple, la dernière année, le Centre Espoir Sophie a servi plus de 5000 repas à des femmes, à leurs enfants qui avaient besoin à ce moment-là. On offre différents services également. J'aime dire que nous, on est temporairement privilégiés. Alors, c'est une bonne chose de redonner. Puis, ultimement, on souhaite que ce genre de service-là ne soit plus nécessaire. Donc, on aide les femmes qui ont besoin d'un repas et l'activité, les Mardis Philanthropes, vont servir à offrir un repas additionnel à des femmes, à leurs enfants. Et ils peuvent venir faire comme un petit peu d'épicerie, chercher des victuailles. On leur offre possibilité de prendre douche. On leur offre différents produits hygiéniques quand elles sont sur la rue. Également, on les accompagne. Le centre va accompagner les femmes quand il faut qu'ils aillent au tribunal, qu'ils aillent voir la famille, je veux dire la police ou ce genre de choses-là. Donc, comme je vous dis, c'est le genre de service qu'on espère ne pas avoir besoin. Et surtout les femmes francophones. Puis aussi, moi, j'ai la chance temporaire d'être en affaires. Ça fait 20 quelques années, je suis au regroupement des gens d'affaires. Et c'est une occasion de réseautage, mais aussi de faire redonner. Et l'impact est immédiat et positif parce qu'on sait qu'avec les fonds, la semaine suivante, plus de personnes pourront avoir un repas. Alors, vous êtes, si on veut, marraine, plus ou moins, pour cet événement. Oui. C'est ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ensemble, vous allez faire quoi? Vous allez tenter de faire quoi? Bien, nous, le mandat des Mardis Philanthropes, c'est que j'ai créé les Mardis Philanthropes. Oui, félicitations. J'aime que c'est ton bébé. C'est vraiment mon bébé. C'est vraiment une occasion pour moi de faire de la philanthropie. J'étais une personne qui était vraiment... qui donnait beaucoup. Puis j'ai décidé de vraiment marier ma passion qui est de planifier des événements à vraiment une cause. Puis je n'étais pas capable d'être à une cause en particulier. Oui. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de marier plusieurs causes dépendamment des événements. Et puis là, cette fois, c'est avec le Centre Espoir Sophie. Oui. Alors quand les gens vont se présenter à l'événement, les Mardis Philanthropes, le 1er mai, en entrant, est-ce qu'il y a des choses qui vont se passer, qui vont pouvoir aider le centre? Bien, premièrement, ils vont acheter leurs billets. Oui, c'est vrai. Ils vont acheter leurs billets, donc les profits vont aller directement au Centre Espoir Sophie. Voilà. Donc, on essaie, en fait, le concept, c'est qu'on s'associe avec des fournisseurs de la communauté qui offrent leurs services. Donc, ça réduit les coûts de l'événement et on en donne plus à l'organisme à ce moment-là. Donc, pendant l'événement, il va y avoir aussi un encamp silencieux. Donc, là encore, on fait le tour de la communauté qui offre des produits que les participants vont pouvoir acheter. Et encore une fois, les fonds vont au Centre Espoir Sophie. C'est un peu joindre l'utile au très agréable. Oui. Et vice-versa. Par exemple, moi, mon bénévolat, c'est surtout du bénévolat de conseil d'administration. Et c'est la première fois que je peux voir vraiment une incidence immédiate, positive. Alors, et puis, les gens pensent, il faut qu'ils me connaissent, vu que je suis la marraine de l'événement. Non. C'est une occasion de réseautage et toutes les personnes, que vous soyez en affaires ou non, vous êtes les bienvenus. À ce moment-là, durant la soirée, il y a un sac à 7 SLR. Est-ce qu'il y a un repas ou c'est plus ou moins débouché? C'est un cocktail dînatoire. Parfait. En camp silencieux, il va y avoir un DJ, il va y avoir une chanteuse, Vicky Paradis, qui a bien voulu chanter lors de l'événement. C'est une cause qui lui tenait énormément à cœur. Donc, on va avoir vraiment du plaisir. Puis, comme Diane a dit, on va vraiment joindre l'utile à l'agréable. Oui. Ouais. Et puis, les billets sont toujours en vente? Les billets sont en vente. Il reste encore quelques billets.
en reste encore quelques-uns. Donc, je pense que le meilleur endroit pour aller trouver des billets, c'est aller sur nouvellescène.com. Il y a un lien. Vous allez voir l'affiche que je ne suis pas bien certaine qui est à l'écran. Oui, on l'a mis à plusieurs... Et puis, vous cliquez billets, puis ça va vous mettre vers le lien pour acheter. Oui. Alors, si on fait un Google de la salle Gilles Desjardins... ou les Mardis Philanthropes. C'est ça, ou les Mardis Philanthropes, on va pouvoir trouver l'événement, puis acheter les billets, en sachant que le coût de ce billet, de un, nous donne une soirée extraordinaire, et de deux, va pouvoir apporter de l'aide au Centre Espoir Sophie. Puis il y a aussi reçu d'impôt. Ah, il y a un reçu d'impôt pour le billet aussi. Pour le billet, exactement. Est-ce que tu commences déjà à penser à l'année prochaine? Oui. Ah oui, hein? Absolument, oui. Des nouvelles idées? En fait, c'est qu'on essaie d'améliorer la formule d'édition en édition. Donc, cette fois-ci, la première fois, on avait seulement un DJ. Et cette fois-ci, on a une chanteuse live. Donc, on essaie d'améliorer la formule. Puis plus on est connu aussi, les gens veulent donner. Ils veulent donner de leur service. Ils me demandent comment est-ce qu'on peut aider. Donc, ça, c'est signe de bon succès. Exactement. Mais écoute, je vous souhaite bon succès. Le 1er mai, cette soirée, ça semble être vraiment extraordinaire, surtout ce qui va se passer entre les deux organismes. C'est vraiment très bien. J'invite les gens à la maison. Si vous voulez avoir l'information, pour le billet, vous pouvez aller au site web de la salle Gilles Desjardins ou bien Kim Jia. On a mis cette adresse à l'écran aussi pour avoir d'autres informations. Et puis, cet événement aura lieu le 1er mai prochain. Nous allons à la pause. Puis, à notre retour, nous allons parler avec Mme Joëlle Roy. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sous mes bottes, plus de poudre d'étoiles perdues, plus de ruelles, plus de garnottes sous mes bottes, plus de poudre d'étoiles perdues, plus jamais de détour. Je n'ai plus le temps, plus de longs détours à courir les vents, 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 vents. Plus de soleil dans les yeux, plus de fumée sans feu. Je ne sais pas, plus de on verra. Plus de soleil dans les yeux, plus de fumée sans feu. Le soleil ne se couche pas. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est quand la dernière fois que vous avez entendu de l'accordéon? Eh bien, aujourd'hui, c'est justement de ça qu'on parle. Joëlle Roy, auteure, compositrice, interprète, avec un nouvel album, Paysage intérieur. Voilà, c'est ça? C'est mon dernier. C'est votre tout dernier. Et puis j'adore, on va le mettre à l'écran parce que là, il ouvre un tout petit peu, là. C'est de l'accordéon. En grande partie? En partie. Même pas en grande partie, mais il y a certaines pièces. Mais je pense que ça illustre bien certaines pièces qui ont des couleurs louisianaises. Oui. Où j'ai pris le goût de l'accordéon. Depuis combien de temps est-ce que vous jouez l'accordéon? L'accordéon, ça fait 4-5 ans. Oh oui! Mais là, je commence à être capable d'en jouer en scène, là. Donc, il y a une pièce que je joue à l'accordéon, puis c'était pas prévu, là, mais bon, ça s'est déroulé comme ça, là, dans le cheminement de la production. Alors, je suis très, très contente de ça. Qu'est-ce qui vous a donné le goût, il y a 4 ans, de commencer à jouer l'accordéon? Bien, dans le temps, je touchais un peu le saxo, D'abord, mon instrument premier, c'est la guitare. OK. Pour composer.
Mais là, j'ai habité en Louisiane, puis il y a beaucoup, beaucoup d'accordéons. Alors, j'y ai pris goût, puis l'accordéon là-bas a rien à voir avec ce que je connaissais de l'accordéon plus française. Là. Oui. C'est autre chose. Parce que nous, moi, je pense accordéon, je pense au jig. Les jigs québécoises un petit peu. Je pense à ça un tout petit peu. Mais là-bas, c'est plus rythmé. Le Zydeco, c'est plus dansable. C'est plus... c'est un mélange entre la jig, si tu veux, puis le blues, tu sais. Wow! Je pense qu'on a un petit clip qu'on va pouvoir jouer pour qu'on puisse montrer aux gens un tout petit peu un extrait de ce qui se passe sur ton album. Voir si c'est prêt. Identité paillée comme les flots du Mississippi, identité éparpillée dans quelques coins de quelques pays, ici et là, et nulle part à la fois, cette idée de rentrer. OK, alors, on peut entendre que tu chantes aussi. Oui. Tu chantes aussi sur l'album. Oui. Alors, tu écris, tu chantes, tu composes. C'est vraiment, là, femme à tout faire. Oui, exactement. Puis c'est 9 compositions. Il y a une interprétation du groupe Cano dimanche après-midi, qui est le groupe qui a plus ou moins lancé l'identité franco-ontarienne il y a longtemps de ça, mais je voulais rendre hommage à André Paiement, qui était le chanteur du groupe, et parce qu'il m'a beaucoup marqué de son authenticité. Wow! Alors, vous avez commencé avec la guitare? Oui. Et autre instrument dans tout ça que vous jouez aussi? Comme je disais, il y a eu le violon, le saxo, mais à un moment donné, j'ai découvert que c'était pas ça. L'accordéon, c'est un instrument un peu comme la guitare rythmique. Oui. Le rythme est important. Et puis, je pense que j'ai trouvé mon instrument solo avec l'accordéon. Écoute, juste l'image le démontre, là. C'est pas évident, là, parce que moi, j'ai des enfants qui jouent le piano et le trombone et la guitare. Mais ça, là, il y a les doigts qui font des choses et puis en même temps, on pousse l'air. Est-ce que c'est difficile d'apprendre l'accordéon? Ben oui. Oui, j'allais dire oui. Puis aussi, je travaille les 2 accordéons qui sont très différents. Celui-là avec les boutons. Oui. Ça, c'est... Oui, c'est comme de l'harmonica. Donc, quand tu tires, c'est une note. Quand tu pousses, c'est une autre note. Je savais même pas. Alors ça, c'est à maîtriser. Tandis que quand tu joues l'accordéon à clavier, là, c'est pas comme l'harmonica. Donc, pousser, tirer, c'est la même note. La même chose. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est un instrument qui respire. Oui. Donc, il faut travailler. Tu as le doigté, mais tu dois travailler le respire de cet instrument-là. Vraiment fascinant. Alors, est-ce que c'est quelque chose où vous avez dû prendre des cours ou vous avez juste décidé, je vais m'en acheter un puis j'essaie? Ben, j'ai pris quelques cours, je suis allée me chercher des méthodes et je prends des leçons de temps en temps. Puis de temps en temps, je vais en Louisiane pour être coachée. C'est un endroit à aller, Louisiane. C'est idéal comme endroit pour être coachée, comme vous dites. Oui, absolument. Puis c'est un endroit qui me fascine. J'aime la chaleur. Oui. Alors, ça fait du bien, tu sais. Mais non, c'est une belle aventure, puis ça complète tout ça, là. Alors, si on achète cet album, à quoi on peut s'attendre? Ben, c'est un mélange de, tu sais, par ce paysage intérieur, le titre le dit un peu, il y a de ce voyage intérieur-là, mais c'est les deux parce que, tu sais, comme dans la vie, on est toujours entre l'extérieur, qui est toutes ces rencontres, tout ce qu'on vit, et en même temps, tout l'intérieur qui le vit à un autre niveau. Alors, c'est un voyage entre les deux. On va et on vient. Est-ce que... Moi, j'ai toujours l'impression que l'accordéon, c'est un instrument joyeux, que c'est presque impossible de... Tandis que quand je pense à... comment on dit ça en français, là? Tu sais, le monsieur qui souffle, là... Bagpipes en anglais, là. La cornemuse. La cornemuse. Pour moi, c'est toujours triste, ça. Oui. Est-ce qu'avec l'accordéon, il est possible de faire des chansons qui sont tristes, si on veut?
il y a des choses plus... oui, il y a des choses plus douces, plus mélancoliques, peut-être. Ah oui, hein? Triste, je n'irai pas à triste, parce que, tu vois, dimanche après-midi, je joue l'accordéon. C'est pas joyeux, mais c'est pas triste. OK. Alors, c'est plus... Mais c'est capable d'avoir... Il y a des nuances. Oui, absolument. Il peut quand même avoir des nuances, puis ça, c'est quelque chose qu'on peut voir sur l'album. Absolument. Le lancement officiel s'est fait vendredi dernier, le 20, ici à Ottawa. Comment ça s'est passé? D'abord, c'était dans la Huronie. J'ai fait ça où j'habite. Et ça s'est fait avec 4 musiciens. Puis ça, c'est toujours épeurant parce que de faire l'album, c'est un peu plus hermétique, puis t'ajoutes des pistes, t'en veux, tu sais. Alors, tu as des libertés que sur scène, j'avais 4 musiciens qui m'accompagnaient, mais le transfert, c'est très bien fait. Il y a quelques personnes qui m'ont dit que live, c'est encore plus fascinant. Alors, pour moi, je fais des CD pour amener le spectacle et amener cette rencontre-là avec le public. Alors, je suis très contente de comment ça s'est passé. Et puis, à partir du moment que ça a été joué, ben là, ça existe, là. Oh, wow! Ouais. Puis là, tu t'en vas à Sudbury? Oui. Pour le 12 mai, alors c'est un deuxième lancement, si on veut. Oui, c'est des lancements où on s'est permis de jouer tout l'album, parce que souvent un lancement, des fois tu joues même pas, des fois tu joues quelques pièces, tu sais. Mais là, on avait envie là, de faire vraiment tout l'album. Et à Sudbury, c'est dans le cadre du Salon du Livre, qui est très multidisciplinaire là-bas. Alors, on a très hâte d'aller là. Ben écoute, je vous souhaite de 1 bon voyage. Merci. Et de 2 bons succès, surtout. Si les gens veulent en savoir plus, ils peuvent visiter votre site web, hein, c'est ça, joelleroy.ca? Absolument. Puis c'est disponible sur toutes les plateformes numériques. Parfait. iTunes et compagnie. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Alors, à la maison, Joël Leroy, Joël avec un E à la fin, joelleroy.ca, on le met à l'écran présentement, pour avoir d'autres informations. Et puis, pour trouver l'album, eh bien, comme on l'a dit, sur toutes les plateformes. Maintenant, on s'en va à la pause. Et puis, à notre retour, on va parler d'un autre album et aussi d'un recueil de poésie pas tout à fait ordinaire. Monsieur Daniel Groslo-Landry s'assura avec moi dans un petit moment. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Un autre artiste, aujourd'hui on a la chance d'en avoir 2, cette fois-ci Daniel Groslo-Landry, qui nous parle de sa poésie, mais aussi d'un album. Bonjour Daniel. Bonjour. Écoute, moi j'ai reçu le livre sur mon bureau la semaine passée, puis là, ben, tu sais, j'ai fait ça un tout petit peu comme ça, puis j'ai fait... Oh! C'est pas de la poésie ordinaire du tout, ça. Pas du tout. Pas. Mais je peux pas m'empêcher de lire. Je dis, OK, où ça s'en va, ça? Parce qu'il y a des gros mots là-dedans. Des gros mots comme des sacs ou des gros mots comme des mots compliqués? Ben, des mots compliqués, ça va, mais j'étais surprise de voir les sacs. Mais ça ajoute à ton style. OK, on prend un recul. D'où ça vient,
cette poésie? D'où ça vient en toi? Fragmentiel, ça a été écrit au cours des 2 dernières années. Ça a été vraiment dans une période de ma vie où j'essaie de faire la paix avec mon passé, avec mon enfance qui a été assez difficile, grandissant comme jeune homme gay dans le nord de l'Ontario, puis aussi avec des questions existentielles du moment. Donc, des questions philosophiques par rapport à c'est quoi le sens de notre vie, nous, en tant qu'enfants du nouveau millénaire, tu sais, comme comment est-ce qu'on fait pour créer du sens, comment est-ce qu'on fait pour s'investir dans le réel. Les sacs, donc ça, c'est vraiment fait pour accentuer l'émotion, qui est dans, qui parle de quelque chose qui est très raw, là, qui est très personnel. Puis pour moi, c'est important que ça soit un peu, ça part, cette partie-là. Puis j'ai trouvé ça authentique parce que des fois, c'était pas la même chose, mais des fois, on écoute une chanson, j'ai comme l'impression que certains artistes mettent le sac parce qu'ils savent pas quel mot mettre à la place. Parce que c'est pas nécessairement des génies, là, bon. Mais quand je lisais ta poésie, je voyais clairement pourquoi ça méritait d'être là. L'émotion est forte, puis je lis, puis c'est justement au bon moment. Je trouve que c'est tellement bien fait. Puis je me dis, tu vas sûrement capter des jeunes qui peut-être pensent la poésie, tu sais, c'est comme Shakespeare, là. C'est pas loin, c'est comme ça. Mais ça, c'est Molière. Oui, Molière. Ça, vraiment, là, si tu touches... Moi, j'ai trouvé que tu me touchais les tripes avec ça. Ben écoute, pour moi, c'est mon 3e. C'est une œuvre de maturité. J'ai eu la chance de vraiment travailler en profondeur avec quelques lecteurs critiques aussi qui m'ont vraiment mis au défi de pousser à fond ma réflexion et ma démarche. Alors pour moi, c'est mon meilleur. Là. Je suis vraiment comme content de l'aboutissement du recueil, de ce que ça a à dire. Pour moi, ça fesse la marque. Ça atteint son objectif d'expression personnelle. Alors, tu as dit que ça t'a pris 2 ans pour écrire celui-ci? Ouais. Un petit peu moins de 2 ans pour l'écrire, puis après ça, comme des mois après pour l'édition, puis pour la parution. Comment tu trouves ça, écrire? Comment ça se passe, ce cheminement pour toi? Ben en fait, écrire, c'est parallèle à mon cheminement personnel dans la vie. Tu sais, moi puis une autre auteure, Sonia Lamontagne, de la région, on parle beaucoup, on fait un petit peu partie d'un petit mouvement où est-ce qu'on parle vraiment de la poésie comme étant une forme d'actualisation de soi, de croissance personnelle, que dans l'acte d'écrire et dans l'acte de se cristalliser, de cristalliser son fort intérieur dans le réel, on transcende un peu notre réalité matérielle brute de base, tu sais, et on devient quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand que nous-mêmes, et on le partage avec le monde. Alors pour moi, ce que je vis, c'est comme une espèce de moine dans un temple, dans le temple de ma tête, qui est en train de tracer des sillons et qui essaye finalement de créer une résolution avec tout le bourdonnement qui se passe ici, là. Wow! Mais là, il y a ça, et puis il y a aussi ça. Alors, un album qui se lance dans le mix. Alors, c'est quoi ça, cet album-là? OK, so Chant lunaire, moi, quand le monde me demande c'est quoi le genre, moi ce Chant lunaire, là, c'est du space rock progressif. Space rock. Progressif. C'est pas des formes de chansons conventionnelles. C'est un trip de tête. Moi, je suis guitariste à la base. Tu sais, je chante aussi, mais vraiment guitariste à la base. Puis j'ai eu la chance de collaborer avec Sean Sasniak, qui est basé à North Bay, qui est un excellent producteur. Puis on a vraiment travaillé au cours des 2 dernières années aussi, dans le cadre de Rond-Point, donc la réécriture des textes et vraiment le remaniement de tout. Alors, c'est drôle parce que ça a comme convergé ensemble. Ben, pourquoi est-ce qu'on n'en écoute pas un petit bout? Là. Allez-y. Après ça, on pourrait le décrire davantage. Fait qu'on va en mettre là. Tu n'es pas la bonne personne pour moi. Celle qui me sauvera. Et j'essaie d'y croire. Je ne peux pas. Reste. J'ai besoin. OK, alors, c'est différent. C'est différent, puis toi, tu as pu te rejoindre à un autre artiste pour pouvoir faire cette création? Bien, en fait, oui. Donc, moi, je travaille avec mon bassiste Xavier Bélanger, qui joue aussi avec Règlement 17, ainsi que Corey McDonald, qui joue avec R17, Marie-Claude et moi-même. Donc, on est vraiment une bonne gang de musiciens là, ensemble. On travaille là-dessus. C'est vraiment très raw en direct, là, comme dans notre lancement. Hier, il y a une belle énergie, tu sais, puis je donne vraiment quelque chose qui rentre, tu sais, qui vient rejoindre les gens, mais qui est un
peu différent de la norme, qui n'est pas vraiment basé sur des hooks ou basé... C'est vraiment plus comme dans le trip de tête. Alors, le lancement d'hier, est-ce que c'était pour ça et ça ou juste ça? C'était les deux. Ouais, est-ce qu'il y a un mariage entre les deux, entre ton album et ton recueil? Est-ce qu'on peut dire recueil de poésie? Oui, c'est un recueil de poésie, justement. Y a-t-il un mariage un peu entre les deux, un parallèle? Oui, donc on peut même voir dans les titres. Donc, chant lunaire, fragmentiel, donc c'est très cosmologique comme thématique. C'est ancré vraiment dans cette quête spirituelle, dans cette quête de sens métaphysique-là, de comment on peut s'ancrer dans le charnel, dans le réel, dans le sensoriel, pour aller vers le ciel, aller vers ce qu'il y a de plus grand que nous-mêmes. Et donc, la tension entre les deux. Il y a des parallèles aussi parce que c'est basé un peu sur mon obsession avec l'art. Tu sais, que je mets un peu en scène, tu sais, je mets un peu en scène la démarche de l'artiste et c'est apparent vraiment dans l'album et c'est mentionné aussi dans le recueil. Par contre, on peut les lire de façon distincte. Pas besoin d'écouter l'album pour comprendre le livre. Okay, oui. Les deux se tiennent indépendamment, mais il y a des parallèles puis des rencontres au niveau des textes. Puis si vous les écoutez attentivement, vous allez voir des connexions. Des connexions entre les deux. Si les gens veulent avoir d'autres informations, ils peuvent aussi visiter ton site web, danielgroslolandry.com, tout ensemble, danielgroslolandry.com. Mais ça a été lancé hier, mais là, c'est disponible partout. C'est disponible partout, sur toutes les plateformes numériques. Je vous encourage à écouter ça sur Spotify, télécharger sur iTunes, etc. Okay. Je vais regarder avec moi parce qu'il y a des choses qui s'en viennent. On pourra le dire après la pause où on peut te retrouver dans quelques jours. Reste avec moi, on revient dans un petit moment. Family, it's just extremely important. People move around, connected for success. It's just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. À la prochaine émission de Ta carrière, ton histoire, j'invite Élise Goulet-Peterson qui nous parle de comment le système d'éducation se transforme pour mieux outiller nos jeunes. Ta carrière, ton histoire, mercredi 21h sur TV Rogers. La marijuana est la drogue la plus souvent en cause dans les accidents mortels impliquant des adolescents au Canada. Émilie? Un élève sur 4 en secondaire 5 dit avoir été passager dans un véhicule. Émilie? C'est difficile de parler des risques de la drogue au volant. Nous pouvons vous aider. Visitez unappelsansréponse.com. Pour une 5e saison, c'est mon plaisir d'être votre professeur de yoga à Yoga en progrès dans ce beau jardin de tranquillité. Au plaisir de vous voir. Namasté. Yoga en progrès, lundi au vendredi, 9h30, sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous. Monsieur Daniel Groslolandry, toujours avec moi, auteur Fragments de ciel et l'album que je peux pas dire sans mes lunettes, tu l'as dit tantôt, Chant lunaire, pardon. Chant lunaire. Bon. OK, là, il y a plein de choses qui s'en viennent. On veut pas oublier de mentionner ça. Là, Montréal, c'est le premier, je pense. Donc, je fais un show avec Solovox Poésie le 25, donc ce mercredi, là, je m'en vais à Montréal. Ça va être au bar L'Escalier sur Sainte-Catherine. Wow. Après ça, ben, je participe au Salon du Livre du Grand Sudbury du 10 au 12 mai. Donc, je fais partie de la soirée poésie du samedi. Tu vas présenter le livre et l'album? Oui, donc je vais faire un petit mix là, avec des différentes affaires. Je vais être en demi-finale du Festival international de la chanson de Granby au mois d'août. C'est un prix que j'ai gagné avec Rond-Point. Et finalement, il y a aussi une résidence en interprétation au Festival en chanson de Petite-Vallée au mois de juillet. Donc, on va passer une semaine pour vraiment travailler l'interprétation, réécrire nos tunes, puis collaborer avec du monde, puis voir le beau. Je suis tellement contente de savoir qu'il y a un succès qui te suit avec ton écriture, avec ton album, puis que toutes ces choses-là s'en viennent pour toi. Félicitations. Merci beaucoup. Super. Alors, vous pouvez trouver les livres en toute bonne librairie, le recueil de poésie, l'album aussi sur toutes les plateformes et le site web danielgroslolandry.com. C'est fini pour nous aujourd'hui. Allez profiter du soleil. On se retrouve demain. À la prochaine. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite, puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey, puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider, n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Family, it's just extremely important. People move around, connected for success. It's just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.